Alors, et nous allons en débattre avec Benjamin Blanchard, spécialiste du Moyen-Orient et qui passe sa vie là-bas, enfin à cheval entre la France et l'Orient. Et vous revenez, Benjamin Blanchard, du Liban, et vous avez pu voir quels sont en fait les dommages collatéraux de cette guerre menée par Israël contre le Hezbollah. Bonjour Richard de 16. Oui, comme Radio Courtoisie a été très réactif, c'est même pas je reviens du Liban puisque j'y suis là. Je suis en Ah, direct depuis le Liban. voilà, donc, Et merci. Donc sur place, vous nous dites en fait que quand on visite le Liban et les villages libanais qui sont à la frontière israélo-libanaise d'une certaine manière, étant donné la configuration des lieux et les annexions diverses, et on est frappé par le fait que des villages entiers en fait sont ruinés par des bombardements qui étaient censés viser le Hezbollah et qui, fondamentalement, ont fait un tort immense à la population civile. oui, j'ai passé une journée, donc il y a exactement 2 jours, dans le sud du pays, des villages frontaliers ou un peu moins frontaliers avec Israël, et vraiment les destructions Oui, sont là je t'entends extrêmement bien. impressionnantes. Oui, Les destructions Les destructions sont extrêmement impressionnantes, tant de bâtiments religieux, donc églises, presbytères, etc., que de maisons d'habitation. Et je voudrais prendre l'exemple du village de Yanoun, parce que les chiffres sont quand même assez parlants. Donc Yanoun, c'est un village mixte, chrétien et musulman, vraiment à la frontière, à quelques dizaines de mètres, on voit le mur qui marque la frontière, construit par Israël. Et dans ce village, il y avait 172 maisons de familles chrétiennes. Sur les 172, 56 ont été entièrement détruites. Mais alors, quand je dis entièrement détruites, c'est non seulement bombardé, mais ensuite, les pelleteuses et les tractopelles ont été envoyées par Israël pour qu'il n'y ait plus une pierre. C'est lisse. On ne peut pas imaginer qu'il y avait là une maison auparavant. Bien sûr, l'église et le presbytère ont été entièrement détruits également. Et puis, sur ces 172 maisons, donc 56 détruites, et toutes les autres maisons chrétiennes, très largement endommagées. Donc, pas rasées, mais complètement bombardées inhabitable. et inhabitables. Et ensuite, il y a à peu près 500 maisons de familles musulmanes qui ont été également complètement détruites. Donc, un village ravagé. L'école également complètement, alors elle n'est pas rasée, mais elle est complètement détruite également. Donc il y a une claire volonté d'empêcher la population de revenir. Concernant l'église de ce village, il est assez marquant, donc elle est détruite, comme je l'ai dit, mais elle a subi 4 bombardements. Le dernier bombardement datait du 24 décembre 2024, c'est-à-dire plus d'un mois après la signature du cessez-le-feu. Et en plus, le 24 décembre. Il y a une claire Pour les volonté. auditeurs qui n'auraient pas compris, c'est la nuit de Noël. Exactement, c'est la nuit de Noël. Il y a une claire volonté d'empêcher les habitants de revenir dans leur village, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Et encore, il y a quelques jours, jeudi dernier, un commando de l'armée israélienne est venu pendant la nuit détruire une maison, donc ça c'est une maison d'un musulman, supplémentaire. C'est-à-dire que le cessez-le-feu a été signé il y a 11 mois, mais on continue à venir détruire des maisons alors même qu'il n'y a aucun habitant dans le village, parce que le village est inhabité. Donc on voit bien qu'il y a la volonté de ne pas permettre à la population de revenir habiter là. Pourquoi? Est-ce pour des raisons uniquement sécuritaires ou est-ce pour des raisons, des visées à plus long terme, peut-être de colonisation, comme en tout cas c'est affirmé par certains ministres du cabinet israélien? On ne sait pas, peut-être les deux. Comment se fait-il que le Liban, État souverain, qui a, vous l'avez rappelé, signé un cessez-le-feu, fasse l'objet de ces actions de la part d'Israël? Comment Israël justifie qu'on rase totalement un village et même qu'on continue à le détruire? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que les bulldozers deviennent une arme de guerre? En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on ne demande pas à Israël de se justifier. En fait, pour être très clair, Israël a à peu près tous les droits. Tous les jours, des avions israéliens, des drones israéliens
viole l'espace aérien libanais, il y a des incursions terrestres, etc. Et ça ne suscite pas la moindre condamnation. Le Liban n'est pas le seul pays, en Syrie aussi. Moi, depuis que nous travaillons en Syrie, depuis 2013, j'ai toujours connu des bombardements nocturnes sur certains endroits de la Syrie. Plus récemment, il y a bien sûr une partie qui est occupée illégalement, hein, le plateau du Golan, la province de Quneitra. Mais plus récemment, les troupes israéliennes ont avancé en direction de Damas, un peu plus à l'intérieur des terres, pour contrôler des sommets. Donc il y a une espèce d'impunité de l'État d'Israël concernant ses actions chez les États voisins. Donc j'ai envie de dire pourquoi se priver? Pourquoi se priverait-il? Et est-ce qu'il y a un intérêt stratégique de la part du Liban à faire en sorte de continuer à considérer que le Liban, de la part d'Israël, à considérer que le Liban est un ennemi? Alors, il faut être très honnête, hein, il n'y a jamais eu de traité de paix signé entre Israël et le Liban. Et ce n'est pas que la faute d'Israël, je pense. C'est un état de fait qui est partagé par les deux parties. Personne ne souhaite signer un traité de paix. Vous savez très bien, je pense que tous les auditeurs sont bien informés que l'État libanais est un État assez faible, avec de fortes divisions, tensions internes, et il n'est pas envisageable en l'état pour eux de se lancer dans des négociations de paix. Il n'y a pas de consensus politique à l'intérieur du pays pour cela. Après, il va sans dire que le Liban n'est pas une menace en tant que telle. Ce n'est pas l'armée libanaise, la pauvre armée libanaise qui ressemble plus à une force de gendarmerie qui pourrait menacer Israël. Par contre, comme vous le savez, il y a une puissante milice au Liban, le Hezbollah, qui, elle, est considérée par Israël comme une menace. À juste titre, semble-t-il, et on a vu le soutien que le Hezbollah avait apporté aux combattants du Hamas. Est-ce que aujourd'hui, après les Richard combats, Bessès, oui, oui, je voudrais simplement, bien sûr, le soutien du Hezbollah avec le Hamas, avec les Palestiniens, etc. Mais il faut être aussi très complet, puisque pendant les 10 dernières années, nous n'avons eu de cesse en Europe, en Occident, de parler de la guerre contre Daesh. Vous vous souvenez peut-être. oui, oui. Le principal acteur, on va être très clair, le principal acteur de cette lutte contre Daesh dans la région, celui qui a le plus donné en nombre de vies, en bataille, c'est le Hezbollah. Donc il faut quand même être très complet et ne pas oublier cet aspect-là. Donc oui, il y a les attaques incessantes contre Israël avec les lancements de missiles, etc., et qui bien sûr sont insupportables, qui ont provoqué la réaction israélienne. Mais le Hezbollah, c'est aussi ceux qui se sont battus et avec succès contre Daesh. Et est-ce que le Hezbollah donc a été mis à genoux par la guerre récente et est-ce que le Hezbollah est encore puissant? Est-ce que au bout du compte, cette puissance redoutée par Israël, cette puissance supposée par Israël et redoutée par Israël du Hezbollah expliquerait cette guerre menée contre les villages de la frontière? Guerre menée Ah oui, à l'intérieur du Liban. oui, oui, c'est sûr. C'était pour affaiblir le Hezbollah ou détruire la puissance militaire du Hezbollah. Pendant mes différents déplacements dans le sud du Liban, aujourd'hui, en octobre 2025, je n'ai vu aucun soldat du Hezbollah. Donc je ne sais pas qu'en est-il de leur puissance militaire aujourd'hui, si elle existe toujours ou pas. En tout cas, elle n'est plus visible. Et ça, c'est quelque chose qui est différent de ce qu'on aurait pu voir il y a encore 13 mois. Par contre, la puissance politique est intacte. Dans les villages, de partout, les gens pavoisent aux couleurs du Hezbollah. Et les élections municipales ont eu lieu il y a quelques mois au Liban. Et ce fut un triomphe pour le Hezbollah dans les zones du sud du Liban. Donc la puissance politique du Hezbollah est intacte et ça, il est difficile de la détruire par des bombes. Quant à la puissance militaire, je ne peux pas garantir qu'elle n'existe plus, mais en tout cas, visiblement, elle est beaucoup moins visible.
Le fait qu'elle soit moins visible, et une fois plus, vous avez une longue expérience du Liban, donc ne signifie pas qu'elle a disparu, et au contraire, on peut penser qu'il y a, comme souvent depuis 2 ans, une espèce de contre-effet social total dans la guerre que mène Israël. C'est-à-dire même ceux qui étaient fatigués des exactions du Hezbollah, même ceux qui considéraient que le Hezbollah finissait par être une nuisance pour le Liban, finissent par considérer que c'est Israël, en fait, qui est un véritable problème. Oui, non, c'est difficile à dire puisque il y a aussi, il faut aussi considérer la pression sociale que peuvent faire peser le Hezbollah et son allié, le parti Hamal, qui ont quand même une emprise sur la société du sud du pays, notamment la société chiite, qui est assez importante. Et il est toujours délicat de savoir à quel point la réaction est spontanée ou à quel point elle est contrainte ou incitée, et puis aussi à quel point tout simplement elle est durable, puisque c'est très humain, on le sait bien, y compris en France. Hein, la France, Paris, pavoisé en 1944 lors de la visite du maréchal Pétain, et quelques mois après accueillait triomphalement le général de Gaulle. Donc les foules sont versatiles. Donc c'est difficile d'avoir un avis très, très tranché là-dessus, mais en tout cas, si l'on en croit les résultats électoraux, oui, le Hezbollah reste populaire, en tout cas dans la population chiite. Dans le reste du pays, en tout cas dans le reste de la population, c'est loin d'être le cas. Au contraire, chez les sunnites, il suscite toujours autant d'aversion, de répulsion. Et puis, chez les chrétiens, on va dire que les partis qui étaient alliés avec le Hezbollah ont quand même fortement reculé lors des dernières élections législatives, donc qui étaient en 2022, en voix notamment. Lors des élections municipales, ces partis, donc notamment le courant patriotique libre de l'ancien président Michel Aoun et de son gendre Gebran Bassil, lors des élections municipales, ce parti s'est plutôt bien tenu face au parti actuellement au pouvoir. Donc effectivement, on peut penser que ça va dans votre sens, mais c'est difficile de l'affirmer, il faut être très prudent tout de même. Vous disiez tout à l'heure qu'une partie du personnel politique et israélien sous-entendait que ces actions menées à l'encontre du Liban préfiguraient une extension des zones de contrôle israéliennes et même ressemblaient à une pré-colonisation de ces zones-là. Est-ce que c'est quelque chose que les Libanais peuvent craindre ? Alors, peut-être les auditeurs de Radio Courtoisie sont-ils au fait de la politique israélienne, mais en tout cas, la coalition actuellement au pouvoir à Tel Aviv est composée donc d'un parti principal qui est le Likoud, qui est le parti, on va dire, de centre droit, assez nationaliste, mais qui reste modéré, si j'ose dire, au regard du reste de la politique israélienne. Deux partis religieux et deux partis d'extrême droite nationalistes. Et il faut dire que parmi ces deux partis, donc il y a des ministres dans le cabinet qui ont des propos tout à fait provocateurs et radicaux, et qui parlent de coloniser, d'envahir et de coloniser tout ou partie du Liban, toute la totalité de la Palestine non encore annexée, et pourquoi pas d'autres voisins également. Donc ils ont des positions extrêmement agressives. À Dieu ne plaise, ce n'est pas pour l'instant la position du cabinet israélien, et heureusement ça semble un peu difficile que ça devienne la position majoritaire d'Israël. Mais quand on voit l'évolution du discours politique israélien ces 30 dernières années et cette course vers l'expansionnisme et peut-être vers l'abîme, parce que ça me semble quand même assez dangereux, même y compris pour Israël, donc bien sûr pour la paix dans la région, pour la stabilité de la région, mais aussi peut-être pour l'avenir d'Israël. Mais hélas, pour tout le monde, on voit que ça va quand même ça évolue dangereusement depuis plusieurs décennies. En fait, depuis le premier gouvernement Netanyahou en 1996, on voit qu'à chaque fois, ça va toujours plus loin.
Et ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que l'opposition à Benjamin Netanyahou est composée de partis qui sont tout aussi radicaux et avec des discours tout aussi expansionnistes. Bah, cet expansionnisme israélien, on comprend qu'Israël le défende puisque elle l'a posé comme condition de sa survie, c'est-à-dire le fait d'installer un glacis tout autour d'Israël et de contrôler étroitement tout ce qui peut s'y passer, quitte évidemment à imposer cette volonté à la Syrie, au Liban, etc. Est-ce que les autres pays de ce qu'on peut appeler la péninsule arabique, est-ce que tout cet Orient est prêt à accepter le contrôle du Liban, le contrôle de la Syrie, ou est-ce qu'au contraire, voilà, entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, sans parler des États du Golfe, il y a quand même, et peut-être en partie sous l'impulsion de Trump, la volonté de rééquilibrer un peu cet expansionnisme israélien? Je sais qu'il y a beaucoup, dans les pays arabes notamment, beaucoup de gens qui vilipendent la position égyptienne, la position saoudienne, etc. Mais il faut regarder un peu ce qui s'est passé ces dernières décennies. Les pays qui se sont opposés à Israël, ça s'est rarement très bien fini pour eux. Je pense à la Syrie, à l'Irak de Saddam Hussein, etc. Donc on comprend qu'il y a une prudence dans les pays arabes, notamment les monarchies du Golfe, mais pas seulement, l'Égypte, etc., qui ne cherchent à maintenir des relations les plus correctes possibles avec Israël, et en tout cas à ne pas susciter l'ire d'Israël, puisqu'ils ont l'impression, à tort ou à raison, mais visiblement à raison, qu'Israël est capable de tout, va même jusqu'à bombarder des gens qui se situent au Qatar, alors même que le Qatar s'est placé sous la protection américaine, que des bases américaines sont au Qatar et qu'elles sont censées, les États-Unis, d'après les traités, parce que les Qataris payent très cher, sont censés protéger le territoire qatari de toute agression. Visiblement, cette protection ne va pas jusqu'à des agressions israéliennes. Donc on comprend que ceux qui ne bénéficient pas de ces bases, comme l'Égypte, soient prudents, même si l'armée égyptienne est forte. On comprend que le gouvernement égyptien, qui a charge de plus de 100 millions de personnes, cherche à maintenir la paix avec son turbulent voisin pour prendre soin de sa population. C'est après tout le premier devoir d'un gouvernement. Et je ne reprocherai pas, je ne vois pas comment on pourrait reprocher à un gouvernement de tout faire pour sauver la paix et pour se préoccuper d'abord de ses citoyens, de sa population. Et après, ça ne les empêche pas d'essayer, avec la diplomatie, de rééquilibrer et de freiner les ardeurs israéliennes. Freiner les ardeurs israéliennes, effectivement, ce serait un rêve. Par rapport à ce voyage dans le sud Liban, est-ce qu'il y a malgré tout des raisons d'espérer pour d'autres villages qui ont été touchés? Est-ce que SOS Chrétien d'Orient a mis en place des actions qui permettent à ces gens de se dire qu'un retour à une vie normale va être possible? Alors déjà, c'est même un retour tout court, parce qu'il y a des villages qui sont entièrement vidés de leur population. Personne n'est revenu. Alors ça ne veut pas dire qu'ils soient partis à l'autre bout du pays. Là, depuis que le cessez-le-feu, beaucoup de gens sont rentrés dans la région. Donc, par exemple, le village de Yaroun, dont je parlais tout à l'heure, il y a des habitants qui habitent dans les villages alentours, des villages chrétiens, et donc qui sont là. Après, il y a un vrai problème, c'est que ce sont des populations essentiellement agricoles qui habitent dans ces villages et que les bombardements ont été faits au phosphore. Donc les champs sont inutilisables pour l'instant. Je sais pas, je suis pas du tout spécialiste de la question. Je ne sais pas si ça peut se nettoyer, si ça peut être traité rapidement, mais notamment les champs d'oliviers. Ben, il ne peut pas y avoir de récolte d'oliviers parce que tout a été détruit au phosphore. Alors oui, avec SOS Chrétien d'Orient, nous avons des projets. Donc il y a je pense à des panneaux solaires pour alimenter en électricité les rares familles qui sont réinstallées. Je pense à des distributions de mazout qui vont permettre à ces rares familles de passer l'hiver.
Et ensuite, nous sommes en train de travailler avec l'évêque, l'évêque des Grecs catholiques de Tyr, de la région, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Pareil pour les populations qui sont soit déplacées dans des villages avoisinants, soit revenues dans leur maison si elles n'étaient pas trop détruites. Après, il est clair que la reconstruction ne pourra commencer que quand les bombardements auront totalement cessé et réellement cessé, parce que malgré le cessez-le-feu, et ils n'ont pas cessé. Et il y a tous les jours, hier encore, il y a eu des bombardements. Alors là, c'était dans la plaine de la Beka, mais ça peut être ailleurs. Et en tout cas, à Beyrouth, nous entendons les drones toute la journée au-dessus de la maison, les drones israéliens ça fait aussi partie de la guerre psychologique. Donc c'est difficile d'envisager la reconstruction des maisons. Je sais qu'il y a des organisations qui ont déjà promis de reconstruire les églises qui ont été touchées et les grâce leur soit rendue. Mais pour les maisons, mais pareil, je crois qu'ils attendent une stabilisation, une cessation effective des bombardements. Et pour les maisons, c'est pareil. Merci beaucoup Benjamin Blanchard pour ces nouvelles évidemment alarmantes et attristantes en provenance du Liban, et en espérant que votre action et celle de tous ceux qui aiment ce pays contribuera à faire en sorte que les choses aillent mieux.